podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Bonjour, aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisque non seulement vous allez pouvoir le suivre en audio comme d'habitude, mais également en vidéo sur notre nouvelle chaîne YouTube devdevdev.net. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Alors sans plus attendre, on va commencer cet épisode, un épisode consacré à l'intelligence artificielle et nous allons voir comment installer un LLM sur son PC en local sans passer par les providers cloud. Bon épisode! Bien, et bonjour et bienvenue dans ce 47e épisode de devdevdev.net. Alors normalement ça devait être notre table ronde mensuelle. Seulement il y a entre ceux qui sont malades, qui sont en déplacement à l'étranger ou qui sont tout simplement en vacances, avec ce mois de mai merveilleux qu'on a en 2024. On n'avait pas grand monde qui pouvait participer à cette table ronde, mais heureusement on a le meilleur d'entre eux qui est avec nous. J'ai nommé Laurent Campé, bonjour. Salut Richard, bonjour tout le monde. Donc Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader Distinguished Solution Architect chez Innoveo. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode qui va être relativement court et on va parler de ce qui est un petit peu à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, la plupart du temps, on pense à des gros systèmes hébergés sur Azure qui permettent d'utiliser des cartes graphiques monstrueuses et puis des PC monstrueux. Seulement, nous, ce qui nous intéresse avec les modèles qui deviennent de plus en plus légers actuellement, c'est de pouvoir travailler en local. Alors d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi héberger en local son propre modèle d'intelligence artificielle? Est-ce que toi, tu as un retour à ce niveau-là? Disons que moi, c'était au départ pour une raison de coût. Comme j'ai envie de jouer avec la techno, j'ai pas envie d'avoir trop de coûts là-dessus. Alors c'est vrai qu'en tant qu'MVP, j'ai accès aussi à des crédits sur Azure et tout ça. Mais je trouve ça aussi sympa de pouvoir faire tourner, de voir en fait où sont les limites de système sans avoir accès au cloud. Donc, c'est pour ça, au départ, que j'ai plutôt joué en local. Bon, on peut faire beaucoup de choses, énormément de choses même, mais on atteint quand même quelques limites sur certaines fonctionnalités et on voit que évidemment, les API qui sont hostés, que ce soit Azure ou OpenAI, sont un peu plus avancés, quoi. Ou même certains des modèles, bien sûr. Oui, alors moi, ce que je vois, c'est moi, je vois aussi, il y a deux raisons qui peuvent intervenir. C'est premièrement pour des problèmes j'allais dire, de sécurité, que les gens ils ont un petit peu peur d'héberger leur modèle d'IA sur le cloud. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est un truc bête et méchant, il y a des applications qui par définition, fonctionnent en local, et n'ont pas accès à Internet. Donc, pour ces applications-là, bien entendu, il n'est pas question d'utiliser des solutions cloud. Je pense notamment à un sujet particulier pour moi, où on a une application qui s'installe dans les industries et donc au niveau des machines-outils, etc. Et la plupart du temps, il n'y a pas de connexion Internet pour ces différentes applications, quoi. Ouais. Donc, ça, voilà un petit peu les raisons que je vois qui nous poussent à héberger en local cette solution. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution pour pouvoir utiliser ça en local? Alors, bien sûr, il n'est pas question d'utiliser ChatGPT, les différentes versions d'OpenAI, parce que eux, par définition, ils sont chez eux, quoi. Mais heureusement, depuis quelque temps, on a des modèles open source qui sont sur le marché. Tu peux nous en faire un petit
petite présentation de Oui. différents modèles qui existent? Oui, donc au niveau des modèles, donc il y a Mistral qui vient d'une boîte française. Il y Ouais, a les différents Pi de Microsoft, Pi 2. Dernièrement, ils ont lancé Pi 3, qui est un Small Language Model, comparé au LLM, Language Model. Il y a Llama 3, enfin, il y en a toute une ribambelle en fait. Llama 3 qui vient de Meta. Euh, il y en a aussi de Google, il y en a de Google, pas Rema, je crois que ça Gemma, s'appelle. ouais. Ouais, Gemma, Gemma, ouais. ouais. Rema, je bosse trop avec des Espagnols, donc je dis Rema. Et ouais, voilà quoi. Donc il y a pas mal de modèles disponibles en open source. Après, il faut quand même regarder un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de discussions, par exemple, avec la main sur tout ce qui est les droits en fait d'utilisation, ce genre de choses. Ça, je ne me suis pas vraiment penché dessus, donc je peux pas. J'ai juste lu à droite à gauche qu'il faudrait faire quand même attention Oui, dans l'utilisation. ouais, bah, par exemple, pour Mistral, c'est le- la licence, c'est une licence Apache qui est déployée. Pour Lama, bah, c'est Lama 3, bah, c'est la licence de Meta. Et puis, il y a notamment une limitation, c'est si on a plus de, je ne sais plus combien de milliers, enfin, je crois que c'est même des millions de connexions par mois, là, faut se connecter avec eux pour avoir une licence un petit peu particulière, quoi. Donc, c'est aussi quelque chose où il faut faire attention si on veut utiliser ça en production, de faire attention aux licences. C'est quelque chose d'un petit peu important, quoi. Donc, on a ces différents modèles qui existent. Eh bien, tout ça, il va falloir le faire tourner justement en local sur sa machine. Et pour ça, le plus simple, c'est d'avoir une application qui va permettre de hoster ce modèle. Alors, qu'est-ce qui existe comme différentes solutions sur le marché actuellement? Alors pour ceux qui suivent le podcast, j'ai déjà, lors des tables rondes, discuté pas mal de fois ou parlé pas mal de fois de différentes solutions. Donc il y en a une des premières que j'ai utilisées qui s'appelait Llama Edge, euh, qui est vraiment une solution que j'aime bien parce qu'elle est assez petite. Donc c'est entre guillemets relativement facile à installer. Au départ, je pensais que c'était relativement facile à installer. Le problème, c'est que sur Windows, il faut l'installer sur un Windows Subsystem for Linux. Là-dessus, il faut installer, je ne sais plus quel driver NVIDIA pour que la carte graphique soit reconnue, etc. Mais ça marche. Mhm. Donc ça, c'est un des premiers que j'ai utilisé qui marche correctement. J'ai eu par contre des problèmes pour l'appeler avec Semantic Kernel. C'est peut-être quelque chose qui a évolué entre-temps. Apparemment, l'API OpenAI Chat ou Completion n'était pas complètement 100% compatible. Ou c'était Semantic Kernel, parce que j'ai pas creusé plus que ça. Le deuxième que j'ai utilisé, c'est Olama, de olama.com. Pour moi, le plus simple sur Windows, j'imagine que Mac, c'est pareil. C'est très facilement installable. On peut télécharger pardon, un installeur pour l'installer ou c'est disponible sur Winget. C'est vraiment super simple. Ça installe une ligne de commande. Ça supporte un paquet de modèles. Donc, on peut faire Olama, Pool et le nom d'un modèle, comme Phi3 par exemple, ou Lama 3. On Et, verra dans le détail sur l'utilisation d'Olama parce que OK, justement, on verra ça plus en détail OK. plus loin. Non, et le Moi, je. troisième, juste le dernier, Ouais, après, toi tu as parlé du quatrième, que je n'ai pas utilisé moi, LM Studio, qui est aussi super facile à installer, qui permet d'aller chercher des modèles sur Hugging Face, Cocorico encore une fois, des Français, euh, et qui est un peu plus compliqué à utiliser. Enfin, il n'est pas vraiment compliqué, mais c'est un peu plus fouillis, on peut paramétrer beaucoup plus de choses, ce genre de choses, donc c'est un peu plus, disons, on peut aller configurer plus de choses et donc un peu plus difficile au départ. mhm, Voilà pour les d'accord. trois que j'ai utilisés en fait. En tout cas.
Ouais, moi je vais rajouter celui qui est par Nvidia, qui est Chat with RTX. Donc qui permet donc avec leurs nouvelles interfaces, je ne sais pas si vous avez la version bêta de leur interface pour télécharger leur driver. Mais ils ont donc une nouvelle application qu'ils ont appelée Chat with RTX, donc sur lequel on peut installer justement du Mistral ou du Llama, et faire du chat directement. Alors, il y a une possibilité d'utiliser des API avec cette solution pour pouvoir interroger dans une application son, le modèle. Maintenant, c'est vraiment surtout pour pouvoir tester, j'allais dire, les chats, pouvoir tester entre guillemets ses prompts, etc. C'est pas tellement fait pour l'intégrer dans une application, quoi. Ouais, Et ouais, moi, ce qui m'avait refroidi, quand tu m'en as parlé, je voulais le télécharger. Quand j'ai vu que c'était je sais plus combien de gigas, je me dis: «Ah non, ça ouais, je ouais. télécharge pas». Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont, il y a une application RAG qui est installée avec, et donc qui montre que avec des documents un petit peu spécialisés, là, c'est des documents qui décrivent les différents jeux, on peut avoir des réponses qui sont pertinentes par rapport aux documents qui sont à l'intérieur, quoi. Donc on Peut-être peut jouer avec ça, quoi. peut-être faudrait Mais expliquer ce que ça veut dire RAG et ce que ça fait. oui, alors RAG, moi je me souviens plus de l'acronyme, à quoi ça C'est correspond. Retrieval Augmented Generation. Ouais, donc c'est à partir des documents, de pouvoir, quand on fait une recherche, intégrer les données qui sont à l'intérieur du document. Donc, ils font directement euh, ils décomposent les différents documents pour pouvoir les stocker dans un embedding. Je sais pas ce qui est utilisé exactement. Et donc, ça permet de faire une recherche documentaire, quoi. D'accord, donc si on a des documents privés, on va pouvoir les intégrer, d'une certaine Dire- façon avec ce RAG dans un Voilà, LLM pour pouvoir poser des questions sur ces documents, quoi. Voilà, dans l'application, de façon bête et méchante, tu as un endroit où tu as un petit bouton, et puis tu dis c'est dans ce dossier-là qu'il faut aller regarder les différents documents, quoi. Il me Donc semble que voilà. LM Studio fait la même chose aussi, il me semble. Ouais. Puisqu'on parle de chat with RTX, donc ça c'est Nvidia. Donc Nvidia, s'ils l'ont développé, c'est pour montrer la performance de leur carte graphique. Justement, quel conseil tu donnerais, toi, pour la machine pour héberger ça? Bonne question. Alors, ce que je peux dire, moi j'ai une RTX 3060, je crois, qui a quelques années maintenant, qui est Mhm. quand même une bonne carte graphique. Et à partir du moment où j'arrive, il y a 12 gigas de mémoire. Donc, à savoir que les modèles, pour pouvoir être exploitables sur une carte graphique, on doit pouvoir les charger. Donc, un modèle comme le Phi 3 de Microsoft, je crois que c'est 2 gigas ou c'était 2 ou 3 gigas. Donc là, ça passe sur les 12 gigas de la carte graphique. Mais les plus gros modèles, tu n'arrives pas à les charger sur la carte graphique. Donc il y a des possibilités en fait de faire tourner ça quand même. Une partie CPU, une partie carte graphique. Euh, de ce côté-là, je ne connais pas tous les détails de comment ça marche. Moi, j'ai utilisé en fait des modèles. J'ai joué avec des gros modèles juste pour voir, mais la perf est tellement dégradée que Moi, c'est j'ai pas la laissé peine. tomber. Ouais. Et donc avec des plus petits modèles, ça passe vraiment bien sur ma machine. Même avec le CPU, ça va. Oui, faut pas non plus imaginer de pouvoir héberger ça pour avoir des milliers de connexions en même temps, simultanées, pour pouvoir Non. faire des réponses, quoi, hein. Mm. Là, il faudrait des machines de guerre. Mais on peut très bien imaginer, si on a, enfin, moi je pense, par exemple dans l'industrie, j'ai au maximum une dizaine de postes qui peuvent être connectés au serveur, d'avoir un serveur dédié avec effectivement investir dans une machine avec une carte graphique qui soit un peu sophistiquée. On peut très bien imaginer d'avoir un scénario de ce type-là, quoi. Ouais. Après, Euh, ouais. juste pour dire, parce qu'on parlait de faire tourner sur sa machine et tout ça,
ça n'exclut pas en fait de déployer ces modèles sur un cloud, sur une instance privée d'une machine et de l'appeler de façon privée. Hein, c'est Ouais. juste pour être clair, quoi. Mhm. devdevdev.net. Richard Clark. Ok, donc voilà un petit peu les différentes solutions. Donc on va rentrer en détail avec Ollama. Donc Ollama, tu disais, pour pouvoir l'utiliser, c'est relativement simple. Donc on a c'est un MSI, je crois, soit directement avec une commande Winget. Ouais. Alors, moi, je l'ai installé avec Winget. C'est relativement léger à installer, donc c'est assez rapide. Je sais plus, c'est Winget install Ollama ou quelque chose comme ça. Mhm. Après, Ollama va installer donc il installe un outil en command line qui permet d'avoir quelques commandes comme pool pour récupérer un modèle sur leur système d'hébergement de modèles, qui permet de lister les modèles, qui permet de démarrer un serveur qu'on va pouvoir appeler avec nos appels sur l'API, quoi. Soit directement, hein, un appel REST, soit avec ou même curl ou avec une API qu'on a Mhm. implémenté pour appeler, un client qu'on aurait implémenté pour appeler cette API. Ouais, Je veux aussi dire que avant, comme on parlait des besoins de la machine, Ollama supporte les cartes graphiques, non seulement NVIDIA, mais AMD aussi, ouais, depuis quelques versions. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas une carte NVIDIA, mais une carte AMD, donc bon à savoir. quelle Que idée. si- Donc le RTX chat, là, où ça c'est sûr que c'est que NVIDIA. LM Studio, de tête, comme ça, je ne me rappelle plus si c'était aussi AMD. Je vais regarder. Et, Ouais, donc, c'est les deux. Oh, les ouais. deux aussi. LM Studio. Oui, donc si on résume, première étape, on fait Winget install Ollama dans Ouais, un terminal. ouais. Une fois que c'est téléchargé et installé, toujours dans le terminal, on fait un Ollama Cool. pool, par exemple Lama 3. Ouais. Et puis après, à Ollama pool, on a Run. Ollama Run. Ollama run, on peut spécifier le modèle parce qu'on peut installer plusieurs modèles en même temps. Et puis, on peut commencer à s'amuser donc là dans l'interface. Et effectivement, ce qu'il y a de bien, c'est que Ollama, donc soit c'est avec le terminal, soit c'est des API qui sont par définition, c'est sur le localhost, c'est en 1143, je crois, le port de mémoire. Et 11 donc, 403 34, je crois, de ouais. mémoire. Et donc, on a les API avec les différents endpoints qu'on peut découvrir sur leur GitHub. Je suis en train d'essayer de chercher justement les API documentation. Voilà. Alors, il n'y a pas grand chose comme type d'appel que l'on peut faire. Mais d'un autre côté, avec un modèle LLM, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Un modèle LLM, on peut juste lui dire, voilà le début de la phrase, vas-y, fais-moi la fin, quoi. Hein. Donc, Ouais, là, dans les API, on peut effectivement lister les différents modèles, télécharger un modèle. Et puis après, pour l'utilisation, on a Generate, donc qui va compléter la phrase. Chat, non, pardon. Generate, oui, tout court. Chat, voilà. Chat qui permet de faire un chat avec, c'est-à-dire il garde un petit peu en mémoire ce qui s'est passé avant. Et puis la dernière étape, c'est l'embedding.
donc qui justement va permettre de générer des embeddings à partir de texte, et à nous après, une fois qu'on a récupéré les différents vecteurs, de les stocker dans une base de données pour pouvoir après faire l'interrogation, quoi. Ouais. Donc juste pour être complet, donc Ollama, quand on l'installe avec le Winget et tout ça, on a une interface CLI, comme on a dit, on peut faire un pull, run, etc. Une fois qu'on a fait un run, on a une interface en ligne de commande. Il va nous dire, ben voilà, quelle est votre question. Puis il va répondre en streaming dans la ligne de commande. Il y a aussi cette API, comme tu l'as dit, REST, qu'on peut appeler, qui est compatible OpenAI. Mais il y a aussi, on peut installer un truc qui s'appelle Open-Web UI, qui s'appelait avant Ollama Web UI, qui est une interface qui ressemble à s'y méprendre à celle d'OpenAI pour ChatGPT 4, où en fait l'interface web va se connecter à l'API qui est en local sur le port 11434, comme on disait tout à l'heure, et qui va permettre d'avoir toute cette interface web qui est assez sympa. Ouais, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il supporte également justement les modèles multimodaux, donc comme par exemple Lava. Donc on peut très bien lui envoyer une image et lui dire qu'est-ce que c'est, quoi. Et Ouais. il répond par rapport à ça, quoi. Donc Exactement. toujours pareil, dans l'industrie, on peut imaginer des choses un petit peu sophistiquées avec ça, quoi. On a également un système qui est assez sympa avec Ollama, c'est l'histoire des modèles. C'est-à-dire qu'on peut personnaliser le modèle que l'on utilise en lui donnant un certain nombre de paramètres, genre la température, un prompt systématique en disant bah, vous êtes le grand chef You de la tribu Ollama. Et puis donc il répondra dans ce contexte-là, quoi. Donc on a la possibilité de créer ce modèle personnalisé et de le persister, de le sauvegarder pour pouvoir l'utiliser par la suite, quoi. Alors moi, comme on parle des API aussi, ce que j'ai essayé de faire marcher, c'est les fonctions function calling. Donc ça, c'est une des API d'OpenAI. Je pense que je n'avais pas compris comment ça marchait au départ. Et l'idée, en fait, c'est en regardant et en jouant avec mon petit kernel, moi, l'idée, par exemple, l'exemple de base, c'est on va demander à un LLM quel jour est-on. Le LLM, il a été entraîné sur des données qui ont quelques mois ou quelques années, et il n'a aucune connaissance du temps ou du jour qu'on sait. Donc, en fait, avec cette API de function calling, on va pouvoir déclarer dans son code des fonctions, donc du vrai code, qui va être rappelé. Le LLM va détecter, en fait, qu'on veut appeler une fonction. Et donc, le LLM, en fait, va retourner généralement du JSON qui va être après lu par l'applicatif, comme Semantic Kernel, et qui va permettre d'appeler une fonction qui est vraiment du code et retourner l'information au LLM pour qu'il puisse écrire sa réponse. Et donc ça nécessite aussi d'avoir un modèle qui permet de faire ce function calling, donc qui est capable de justement retourner du JSON formaté correctement et à chaque fois. Et donc là, on n'y est pas encore complètement. Apparemment, il faudrait quand même que Ollama ou LM Studio implémentent un bout d'API. Honnêtement, je n'ai pas encore toutes les pièces du puzzle de comment ça marche. Bah, c'est-à-dire que tu peux demander, tu peux spécifier dans ton prompt de répondre au format JSON, mais dans les paramètres justement d'appel de l'API, il faut rajouter encore le fait que le format que l'on veut récupérer soit du JSON. Et bien entendu, il faut gérer les exceptions et les problèmes du JSON qui va être retourné, et de l'analyser et d'être sûr qu'on a quelque chose de correct, quoi. Mais effectivement, ça s'intègre parfaitement avec Semantic Kernel, avec l'utilisation de fonctions locales ou de fonctions extérieures, avec la notion de planning qu'il y a dans Semantic Kernel, quoi.
Ça c'est un truc, les function calling, tu as réussi à le faire marcher en local? Ouais, 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 ouais. Ah bah, il faudra que tu me montres alors. Ok. Et puis, alors, donc, une fois qu'on a installé Olama, maintenant, il va falloir justement l'utiliser dans son application. Donc, la première solution, toi, tu avais fait un post justement sur ton blog en utilisant Semantic Kernel. Et là, c'est aussi très simple. Oui, donc oui, en fait, leur API a vachement évolué parce que au départ, il fallait faire un espèce de hack pour que le HTTP client que tu passais à l'API Semantic Kernel, qu'elle détecte si tu appelais openapi.com, j'imagine, je ne me rappelle même Mhm, plus. Bah, en fait, qu'il appelle pas à .com, mais le localhost 344, 343, ouais, je sais plus, c'est pas grave. qu'importe. Et, euh, et donc ça, c'était un espèce de hack, mais ça marchait. Mhm. Et maintenant, en fait, dans leur API, tu peux le configurer directement en passant une URI avec le localhost et le port. Et tu fais un kernel add OpenAI. OpenAPI, OpenAI, Ouais, quelque chose comme ouais. ça. Donc, c'est avec Semantic Kernel où tu crées justement ton kernel, tu lui rajoutes le OpenAI Voilà. comme client, Mm. et là, tu lui passes justement l'URL de Olama en spécifiant aussi le modèle que tu veux utiliser, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et Ouais. normalement, quand on appelle OpenAI, on doit passer une API key. Là, on n'a pas besoin de la passer. On parle juste nul. Et en fait, ça va marcher complètement transparent. Donc, de façon transparente. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi avec Semantic Kernel. Parce qu'en fait, on construit une espèce d'API au-dessus des autres API, quoi, parce qu'il y a Ouais. des petites divergences. Donc, ça c'est assez intéressant, quoi. Mhm. Et puis l'autre façon d'appeler les API REST de Olama, bah, c'est soit de le faire à la main soi-même, parce que bon, c'est une API REST bête et méchante, hein. Soit il y a d'autres possibilités. Donc, si on va sur NuGet, il y a des packages NuGet qui existent. Alors, c'est assez drôle parce qu'il y en a quand même je crois, une petite dizaine là-dessus. Donc, sur la petite dizaine, il y en a pas mal à foutre à la poubelle parce que il y a des spécialistes de l'IA, mais ils sont spécialistes uniquement dans ce qu'ils disent, quoi. Bref, et moi j'en ai retenu deux. Il y en a un qui s'appelle Olama Client et l'autre qui s'appelle Olama Sharp. Donc les deux sont sur GitHub et donc sont en package Nugget, qui sont très simples, hein. Le code est bien foutu, ça supporte le streaming aussi, ce qui est important quand on commence à récupérer des données venant du LLM. Et donc, ça évite de réinventer un petit peu l'eau chaude, sachant que ces deux bibliothèques sont vraiment très simples. Quand on regarde leur code, c'est assez simple et c'est très simple aussi à utiliser, quoi. Donc, juste en faisant une référence avec ces packages, après, on fait un create new client et puis un client.send request et puis on lui passe le texte et puis on récupère tout ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est assez simple. Donc, grosso modo, j'allais dire, vraiment en 10 minutes, et sur les 10 minutes, il y a 8 minutes de téléchargement de Olama et des modèles. Vous pouvez commencer à vous amuser avec ça et puis à créer des applications et des applications plus sophistiquées avec Semantic Kernel en plus, où là, il y a un apprentissage qui est un petit peu plus compliqué, quoi. Mm. C'est vrai que franchement, c'est une prise en main qui est relativement rapide. Moi, en fait, quand j'ai joué pas mal avec .NET Aspire et je Mhm. voulais le combiner avec une des idées, c'est j'utilise un tool qui s'appelle Omnivore qui permet de lire, de mettre des marques sur de ce qu'on va lire et tout ça. C'est un outil open source que j'adore. Et en fait, ce que je voulais, c'est pouvoir générer des résumés de contenu. Et Mhm. pour ça, j'ai créé une petite application avec .NET Aspire qui a un service qui utilise Semantic Kernel avec un modèle qui tourne sur Olama et qui va faire un résumé
du contenu qui a été récupéré depuis Omnivore. Et ça, franchement, ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps à construire avec toutes ces briques qu'on a à droite à gauche maintenant. Mhm. C'est relativement facile, quoi. Ouais, D'ailleurs, puis, j'ai le source code sur mon GitHub. on mettra Je le lien mettrai le dans lien. Ouais. Ok, bon, bah, je pense on a fait on a fait le tour. Donc, Peut-être un ouais, dernier truc, Richard. Moi, ce que j'ai bah, vu dernièrement, je ne sais pas si tu as vu, toi, tu sais, il y a Autogène. C'est cette idée de. Donc, c'est un petit kernel, c'est l'idée d'avoir une espèce d'agent qui fait quelque chose avec un LLM. C'est assez isolé, on va dire. mhm, Mais Autogène, en fait, c'est un autre projet qui vient de Microsoft, qui était à la base en Python. Donc, tout, la façon de l'utiliser, tout ça, il fallait utiliser du Python. Et ils ont fait une version .NET. J'en ai pas entendu beaucoup parler. Je ne sais mhm. pas s'ils vont plus ou moins l'annoncer pendant la build ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est en ligne, c'est dispo. C'est Autogène for .NET. Et en fait, j'ai pu jouer un peu avec et ça marche aussi pas mal, quoi. Après, ça permet aussi d'avoir des agents qui vont converser entre eux. Donc, si vous avez vu la démo de GitHub ou dans une issue où on va décrire en fait ce qu'on veut, on a un agent qui va aller comprendre l'intention de de ce besoin, exprimer un plan de fonctionnalité, qui va passer ça à un autre agent qui est un développeur, qui va implémenter chaque fonctionnalité. Et ben, on peut faire ce genre de choses avec ce Autogène for .NET. Donc peut-être un D'accord. truc à regarder aussi, à mentionner. Ouais, à regarder en détail. Ok, bon, bah écoute, merci. Ah oui, juste une chose. Olama comme Autogène, c'est parce que je vois là sur la page de Autogène qu'il peut rouler sous Docker. C'est pareil pour Olama. Ouais. Il y a aussi des images Docker qui existent. Donc si par hasard vous avez peur de pourrir votre machine, vous pouvez utiliser ces images Docker. Ok, bah écoute, merci Laurent, merci d'être là. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Merci, ciao. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez venir discuter de cet épisode sur notre serveur Discord devdevdev.net/discord ou nous envoyer des messages sur notre compte Twitter devdevdev.net, tout en lettres. Alors, à très vite.